Quand tu vois que des boîtes comme nous, toutes petites, on dépense des dizaines de milliers d'euros par mois sur ces plateformes, alors qu'on est, tu vois, une start-up d'une vingtaine de collaborateurs. Même si tu dis je donne 1 million ou 2 millions et je vais avoir un budget marketing de 50 000 euros par mois, si tu as levé tes 2 millions, si tu claques 50 000 euros par mois et puis que tu en perds autant en termes de valeur, ça peut aller très vite, tu peux dépenser très rapidement. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois François Maril, fondateur de Legal Life. Dans cet épisode du podcast, François partage avec nous son parcours, les débuts avec ses associés, le lancement et comment il a réussi à propulser ses ventes grâce à Google AdWords. Legal Life compte aujourd'hui 300 000 utilisateurs et une croissance mensuelle à 2 chiffres. François partage avec nous les stratégies, les techniques et les outils qu'il utilise pour suivre et rentabiliser ses campagnes Google AdWords. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/8, le chiffre 8. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 8. François, à toi. François, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Avec plaisir. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille François Maril, le président de Legal Life. Legal Life automatise la rédaction des documents juridiques. Si vous avez du mal à rédiger les statuts de votre entreprise ou le contrat de travail de votre futur employé, c'est chez François que vous trouverez votre bonheur. François, avant de parler de Legal Life, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Oui. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Le tout premier business que j'ai fait, j'ai pas fait beaucoup de business en fait avant de créer Legal Life à titre personnel. J'ai travaillé dans des entreprises, j'ai fait des projets à l'université, etc. Mais voilà, à l'école. Mais j'ai pas créé de business avant de créer Legal Life. D'accord. Et du coup, tu dis que tu as beaucoup travaillé dans des entreprises. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu t'es tourné vers l'entrepreneuriat ? En fait, moi, quand j'étais en école de commerce, j'ai rencontré un de mes associés qui s'appelle Thomas, donc un des fondateurs de Legal Life. On était ensemble dans une école de commerce à côté de Paris, et en fait, on voulait créer une boîte ensemble dès qu'on s'est rencontrés pendant l'école. On n'a pas trouvé de business qui nous regroupait ou de business sur lequel on avait envie de se lancer tout de suite pendant l'école ou dès la sortie de l'école. Du coup, on a commencé chacun à travailler dans une entreprise, enfin lui en tant que notaire et moi en tant que consultant, pendant quelques années avant de lancer Legal Life. Donc en fait, dès l'école, j'avais déjà envie de créer une société. On n'a pas trouvé d'idée qui nous intéresse vraiment. Donc, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, dans un cabinet de conseil en stratégie. Mais dès le départ, je savais que j'allais pas forcément rester longtemps dedans. D'accord. Ensuite, il y a eu l'idée de Legal Life. Comment vous avez trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage ? En fait, donc comme je disais, je voulais créer cette société avec Thomas. Donc on n'a pas trouvé d'idée pendant l'école. Donc on a commencé à travailler. Donc lui en tant que notaire, moi en tant que consultant. Et puis on se voyait quand même souvent le soir et le week-end après le travail pour discuter, brainstormer, chercher des idées de business, tout ça. Et en fait, on s'est dit à un moment donné, toi Thomas, t'es notaire, t'as une compétence juridique forte. Ça serait intéressant qu'on essaie de creuser vraiment un business dans ce sens-là, parce que c'est assez rare. Et à l'époque, c'était encore assez rare. Ça n'existait pas en fait la legal tech à l'époque en France. C'était assez rare d'avoir des personnes qui soient avocats ou notaires qui aient envie d'entreprendre. En général, quand t'étais avocat ou notaire, t'étais avocat ou notaire, tu vois. Il y avait peu d'entrepreneurs dans le sens qu'elle créait des startups ou des legal tech. Et donc du coup, on a commencé à creuser des modèles économiques qui pourraient être intéressants là-dessus. Et puis Thomas, lui, en tant que notaire, se rendait quand même assez souvent compte que il y a beaucoup de choses qu'il faisait au quotidien qui étaient souvent du copier-coller intelligent de documents qu'il avait déjà fait avant. La valeur qu'il apportait, elle n'était pas forcément dans la rédaction du contrat, mais plutôt dans le conseil qu'il allait autour. Et donc on s'est dit, ce serait intéressant d'essayer d'étudier un business qui permette des petites boîtes ou des particuliers ou des startups, PME, TPE, qui n'ont pas forcément des compétences juridiques ou des ressources juridiques en interne, de voir comment est-ce qu'on pourrait leur proposer un logiciel qui leur permettrait d'automatiser en fait ces rédactions et de faire en fait un peu de ce copier-coller que faisait Thomas en cabinet, mais de le faire de manière intelligente grâce à un logiciel et grâce à des algorithmes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Après on a regardé un peu ce qui se faisait aussi aux États-Unis et on a vu qu'il y avait des business qui commençaient à se développer dans ce sens-là, alors qu'en France ça n'existait pas du tout. Et donc en
2012, on a eu cette idée-là et on a commencé à travailler vraiment sur le sujet. Et fin 2013, on lançait la version bêta de Legalife. Voilà. Et comment s'est passé le démarrage? Vous développez un truc dans votre coin à deux, et puis vous avez attendu 2013 pour créer l'entreprise ou... Alors, on l'a créé en fait tout de suite, on l'a créé mi-2012 l'entreprise, juridiquement. On a créé des statuts, etc. Et puis après, c'est là où on a commencé à se dire bon voilà, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour sortir ça. Et donc on a commencé à rencontrer des gens, des freelances, des prestataires, des designers. Voilà, petit à petit en fait, on a commencé à rencontrer des personnes qui auraient pu nous aider à développer ce produit, sachant que nous on n'était pas du tout ni développeurs ni quoi que ce soit. Donc on était incapables à deux de sortir la première version du produit. Voilà, donc depuis, dans notre réseau d'HEC, on a commencé à regarder aussi des personnes qui avaient déjà créé des boîtes, à les rencontrer, à savoir quoi est-ce qu'ils avaient fait, et voilà, à prendre des idées. Et puis ensuite, donc, on est allé voir des agences, une agence de design qui nous a fait le design de Legalife, ensuite un freelance développeur qui est devenu un ami par la suite, qui nous a aidé à développer le site, et pendant un an, voilà, on a développé ça. Et comment vous avez financé le démarrage? Du coup, nous, on travaillait toujours à côté. Donc, on faisait ça, en fait, le soir et le week-end. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent. C'est, au début, quand on crée sa boîte, si on a déjà un travail, etc., tant que le produit n'est pas encore sorti, et que c'est essentiellement du développement technique, de création du produit, et qu'on n'est pas forcément soi-même développeur, c'est, de pouvoir avoir un travail, gagner de l'argent pour payer des gens pour le faire, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc nous, on a continué à travailler, on gagnait notre salaire et on payait des prestataires qui nous ont fait ça, parce qu'en fait, on n'avait pas la possibilité à l'époque d'avoir un associé à 100% avec nous en tant que développeur. D'accord. Et surtout, ce qui est important là, c'est que la création prend du temps, donc il faut savoir financer cette première version. Comme tu dis, dans votre cas, par des fonds propres. Bah oui, surtout quand on commence, en fait, quand on se jette à l'eau pour la première fois, on n'a pas de financement forcément, alors à part si on a de la famille, etc., qui peut aider à faire une première levée de fonds, mais on n'a pas forcément de financement au départ. Quand on est multi-entrepreneur, etc., c'est différent, on peut lever des fonds rapidement, alors que le produit n'existe pas encore, voilà. Mais quand c'est la première fois qu'on crée sa boîte, sincèrement, on lève pas des fonds sur slide, quoi. Donc, soit on a des gens, on a une équipe d'ingénieurs avec qui on peut faire ça, et soi-même on peut coder, auquel cas, voilà, on peut le faire. Mais si c'est pas le cas, comme nous, avec moi, école de commerce, et puis Thomas, notaire, et bien du coup, on a essayé de s'entourer de personnes qui avaient ces compétences, et on a continué à travailler pour pouvoir avoir les moyens de les payer. Donc ça, c'était en 2013, et après, comment ça a évolué? Donc en 2013, fin 2013, on lance la plateforme en version bêta. Donc là, moi à ce moment-là, j'arrête de travailler. Voilà, c'est en fait le moment où on se met à 100% dans la boîte. C'est vraiment le moment où on a nous de la valeur à apporter autre que du développement. Hein. Donc c'est de la valeur de développement commercial, marketing, etc. Donc là, pendant un an, donc jusqu'à fin 2014 à peu près. Donc là, l'idée c'était d'essayer de rajouter dans le logiciel plein de documents juridiques. On est passé de 10 documents à 200. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment d'intégrer dans la plateforme du contenu, donc des documents et à la fois des articles de blog pour commencer à se faire référencer, avoir du trafic naturel qui arrive sur la plateforme. Ça prend du temps, hein, c'est vraiment un travail de fourmi. On a essayé en même temps de lever des fonds à ce moment-là pour essayer de pouvoir grossir, recruter, etc. On a levé quelques fonds auprès de Business Angel, soit familiaux, soit de connaissances, voilà, de premier niveau en fait, vraiment de funding, on va dire friends and family. On a recruté fin 2014 notre directeur technique qui est venu, qui s'est associé à nous en fait. Au début, on n'avait pas de directeur technique, hein, on faisait ça avec un freelance. Et voilà, et donc avec l'argent qu'on avait levé un petit peu, et puis notre directeur technique qui était arrivé, on a commencé à recruter certains stagiaires, des freelances, voilà, des personnes, et on a sorti une nouvelle version de la plateforme, une V1 de la plateforme en mai 2015. Voilà. Donc ça a été vraiment pour nous le lancement, le vrai lancement un peu après la bêta, où on avait commencé à avoir des retours de nos clients, des retours d'expérience, on avait pu adapter un peu le produit, commencer à créer une base documentaire assez importante. Et voilà, donc en mai 2015, on sortait la version de notre site, c'était vraiment plus efficace, plus pro, etc. et qui nous a permis de commencer notre croissance vraiment à ce moment-là. Comment vous avez décroché les premiers clients? Référencement naturel. En fait, on a créé beaucoup, pendant plusieurs mois, beaucoup d'articles de blog, etc., beaucoup de contenu pour se faire bien référencer. Et nos premiers clients sont venus du référencement naturel. Donc des gens qui cherchaient contrat de travail en ligne et puis qui sont tombés sur nous, quoi, et puis qui ont acheté un contrat de travail. Voilà. D'accord, très bien.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Legal Life? Donc depuis mai 2015, voilà, on a connu sur cette partie-là une forte croissance, puisqu'on a donc effectivement le référencement naturel dont je parlais, qui a commencé quand même à bien prendre depuis 2015, et donc ça c'est vraiment une base solide sur laquelle on peut s'appuyer, qui nous permet de faire de la croissance. On a aussi une forte croissance grâce à l'AdWords, etc., au SEM, quoi, au référencement payant. Là-dessus, on a réussi à trouver un bon modèle qui nous permet vraiment d'être rentable sur ces campagnes et d'avoir une vraie croissance. Le SEM, vous l'avez commencé dès le début ou c'est un peu plus tard? Oui, on a commencé dès le départ, mais en fait, au début, on l'a fait vraiment de manière très artisanale. Après, on a commencé à vraiment se structurer pour faire ça. Ensuite, on a été admis chez Google pour leur programme d'accélération. Donc, ça nous a fait passer un palier aussi. Et on a commencé dès le départ. Mais, voilà, au début, petit à petit, on a fait monter les budgets. Et en fait, on a toujours voulu être rentable là-dessus. Donc, du coup, on est vraiment monté petit à petit. Voilà, pour garder toujours de la rentabilité et pas arroser Google à perte. Voilà. Et donc, on a réussi en faisant ça à créer vraiment des campagnes assez fortes, assez bien structurées, assez puissantes, qui nous permettent vraiment aujourd'hui d'être assez performants sur cette partie-là. C'est plutôt du Google ou du Facebook ou un peu tout? Non, c'est plutôt du Google et du Bing. En fait, c'est plutôt du search. Nous, on est Facebook, on le fait un peu pour faire un peu de branding, forcément. Mais des documents juridiques, en général, c'est pas vraiment un achat coup de cœur, quoi. Donc, c'est vraiment un achat de search, dans le sens où t'as quelqu'un qui va taper un mot-clé, il faut apparaître. Mais tu vas pas donner l'idée à quelqu'un de faire un contrat de travail parce qu'il voit ta pub sur Facebook. Donc c'est plus du search, mais après on fait du Facebook pour du branding, quoi. Ça c'est de l'image de marque, faire connaître sa marque, faire connaître ses produits, voilà. Mais pour la partie héroïste, c'est Google. Donc voilà, donc on a cette partie-là qui a commencé quand même depuis 2015, qui a en forte croissance. Et puis aussi on s'est mis à développer notre logiciel en marque blanche pour des grands comptes en B2B. Donc tout d'abord pour des experts comptables, des avocats, et en fait depuis un an pour des promoteurs immobiliers, on travaille dans l'immobilier beaucoup. Donc c'est toujours la même technologie, c'est toujours le même principe, c'est de la digitalisation de contrat. Mais là, en fait, l'idée, c'est qu'on permet à nos clients promoteurs immobiliers d'intégrer leur contrat dans notre outil, donc en marque blanche, c'est chez eux, etc. Et de faire à leurs collaborateurs ces contrats-là, et de faire signer des contrats à leurs clients via notre logiciel, quoi. Voilà. Et après, d'avoir un outil qui permet de suivre la vie de ces contrats. Voilà. Et en fait, là, le côté marque blanche grand compte, c'est un truc qu'on développe depuis un an et demi, qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc on s'est un peu diversifié aussi auprès de grands comptes. Donc là, on est plutôt éditeur de logiciels en fait juridiques à destination de grands groupes, mais toujours en mode SaaS. D'accord. Et là, votre canal marketing est toujours le même, c'est-à-dire la pub et le référencement? Non, alors il y a du référencement, il y a de la pub. On a une agence de RP. Alors notre agence de RP de communication, elle fait ça sur les deux produits, notre produit grand public et notre produit marque blanche. Donc on fait beaucoup de communication là-dessus. On fait de la pub forcément. Là pour le coup on fait du Facebook et on fait aussi du Google, etc. Mais là du coup la démarche elle est un peu différente. Là on a vraiment une démarche commerciale, c'est-à-dire qu'on a des commerciaux qui appellent les clients et qui vendent le produit, quoi. Chose qu'on n'a pas du tout sur notre site internet, parce que sur notre site internet en fait les paniers moyens sont bas. Donc un commercial, il y a peu de chances que ça soit rentable. Que ça soit rentable, tu vois, on vend des documents entre 19 et 50 euros, avec un abonnement à 39 euros par mois pour les entreprises qui veulent s'abonner chez nous. Donc, à 39 euros par mois, avec des commerciaux, t'es pas rentable. Donc, sur la partie grand public, on n'a pas de commerciaux, mais là, on a une équipe de business sur la partie grand compte. Et là, parce que là, on fait des contrats cadres, voilà, c'est pas du tout les mêmes échelles en termes de panier moyen. Voilà, donc là, on a des sales, des account managers. Tu parlais de panier moyen. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur votre chiffre d'affaires, nombre de clients, etc.? Alors sur chiffre d'affaires, non, parce que en fait c'est un milieu dans lequel startup on ne donne pas trop notre chiffre d'affaires, c'est assez concurrentiel, donc on veut quand même garder un peu pour nos concurrents un peu de flou sur ce qu'on fait. Alors pourquoi c'est important de garder un flou là-dessus? Parce que tu donnes un chiffre, en fait ton concurrent il peut dire moi je fais 10 fois ce chiffre-là, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, t'en sais rien parce que personne peut vérifier. Donc du coup après tu peux paraître pour le petit alors qu'en fait t'es le gros. Donc vu que personne donne ce chiffre, tu peux pas trop être le premier à le donner. Voilà, c'est un peu ça la règle. C'est demain je te dis je fais 5 millions, mon concurrent il dit j'en fais 50. Donc toi tu passes pour le petit, alors qu'en fait ça se trouve il en fait 2. Et voilà. Donc du coup t'as tout ce qu'il y a derrière, quoi, les investisseurs qui savent pas vraiment en fait du coup si c'est vrai ou pas, tes clients qui vont se dire en fait je préfère aller chez les autres parce que les gars là ils sont plus petits, notamment sur la partie grand compte. C'est hyper important en fait d'être très crédible. Donc voilà.
Mais je peux donner quelques chiffres. Je peux donner quelques chiffres. Nous, par exemple, sur la partie grand public, on a à peu près 300 000 clients, utilisateurs. Alors pas tous payants, parce qu'on a des documents gratuits, mais voilà. On a un panier moyen qui est aux alentours de 70 à 75 euros. Voilà. On est en forte croissance. On fait des croissances mensuelles à 2 chiffres. Et puis sur la partie grand compte, là, on a depuis qu'on a commencé à commercialiser notre produit promoteur, donc en janvier 2018, décembre 2017, janvier 2018, on a près de déjà 50 clients grand compte. En fait. Donc voilà, c'est assez vite. Ouais, ça grandit. Ouais, non, ça grandit vite. Quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître Legal Life? On en a parlé de plusieurs, mais quel a été le plus significatif, si tu dois en choisir un? AdWords. Ouais, je dirais AdWords. Quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Legal Life? Je pense la partie grand compte, marque blanche grand compte. C'est quelque chose qu'on commence tout juste, depuis 1 an à peine. On a eu beaucoup de clients, en 1 an, mais donc même pas 1 an, en 10 mois, on a eu 50 clients promoteurs avec une petite équipe. Donc on a un gros potentiel là-dessus encore, parce qu'il y a plus de 1000 promoteurs en France, donc on a un fort potentiel de croissance sur cette partie-là. Donc les enjeux, ça va être de continuer à faire grossir notre produit, améliorer notre produit, créer des barrières à l'entrée là-dessus fortes, continuer le développement commercial qui était assez bon. Donc là, on a commencé vraiment à se structurer depuis quelques mois en termes commercial. Donc là, on a recruté, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à grossir là-dessus. Et en fait, l'avantage qu'on a sur ce produit-là, c'est que par rapport à notre site internet grand public, c'est qu'on s'est détaché du contenu juridique. C'est-à-dire que le contenu juridique, non, il nous appartient plus, il appartient à nos clients, c'est eux qui nous le fournissent. Et puis vu que notre stratégie de développement, c'est plus du référencement naturel ou payant, mais c'est beaucoup du développement commercial, donc avec des sales qui vont vendre. Du coup, c'est pas un pivot parce qu'on a toujours les deux en fait. On a les deux activités et puis c'est la même activité, mais sauf qu'on le vend à d'autres personnes. Mais ce changement cette création de nouveaux marchés qu'on a fait pour nous, elle nous permet aussi de se détacher du contenu et donc du coup de pouvoir envisager l'international de manière un peu plus facile. Pas facile, mais de pouvoir l'envisager en tout cas. Parce que sur la partie site internet grand public, c'est très compliqué. Si tu veux partir demain dans 15 pays, il faut tout traduire en 15 langues, tout le droit local, tout ton référencement naturel, il faut tout recréer, ton blog. C'est un travail qui demande de lever des dizaines et des dizaines de millions en fait. Alors que sur notre produit, en fait, nous on est éditeur de logiciels, donc on a un logiciel juridique, un logiciel qui fait des contrats et qui suit les vies de ces contrats. Donc nos clients qui sont en France, ou au Danemark, en Allemagne, je sais pas où, aux États-Unis, en fait, on peut très bien leur proposer le même service de manière assez facile. Et du coup, si vous attaquez l'international, quels seraient les premiers pays attaqués? Est-ce que vous irez aux États-Unis en premier ou l'Europe? Je sais pas encore, sincèrement. Pour l'instant, on se focus sur la France pendant encore au moins 1 an. Comme je disais, on a 50 clients promoteurs sur près de 1000 promoteurs. Donc, on a encore une marge de progression assez forte. Donc, pendant 1 an, on va vraiment pas s'occuper d'étrangers, on va pas se diversifier. Voilà, on veut pas partir dans tous les sens. Et une fois qu'on aura bien construit notre produit et bien assis notre part de marché en France, et être leader, parce que pour l'instant, on est vraiment leader sur ce marché-là, et qu'on continuera à asseoir notre leadership sur ce marché-là, on se posera la question de l'étranger et on verra dans quel pays on va. D'accord. On a déjà eu des touches, on a déjà des touches avec des clients, des promoteurs immobiliers dans d'autres pays en Europe. Donc ça sera faisable, mais bon, ce sera plus tard. Je reviens juste sur le canal marketing. Tu m'as parlé de AdWords. S'il y avait des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait faire croître sa boîte avec le AdWords, quelles seraient les choses à faire ou ne pas faire là-dessus? Commencer petit, je dirais commencer petit et puis trouver sa rentabilité, en fait, c'est bien exploiter sur un produit que tu vas faire. C'est commencer petit, bien exploiter, essayer de bien optimiser sur ce produit-là tes campagnes, mais pas que tes campagnes, c'est-à-dire tes campagnes déjà d'une part, et ensuite derrière ton canal de conversion. L'avantage d'AdWords, c'est que ça te permet d'amener des clients sur une landing page que tu vas pouvoir créer comme tu veux, et derrière ton tunnel de conversion, tu vas pouvoir aussi tester rapidement, parce que tout de suite, du jour au lendemain, tu vas pouvoir amener sur tes landing pages, tes pages produits, tu vas pouvoir amener tout de suite, tu vas pouvoir amener du monde, Donc ça te permet vraiment de bien maîtriser toute ta chaîne de la landing page jusqu'à la page d'achat. Et donc moi je dirais commencer petit, avec des petits budgets au départ pour pas se mettre dans le rouge, bien travailler tout son tunnel de conversion. Quand tu parles de tunnel et de chaîne d'achat, ce que tu dis là, c'est que quand quelqu'un cherche, je prends un exemple, statut SARL, tu vas pas l'emmener sur ta page d'accueil, mais tu vas l'emmener sur une page qui est destinée à lui expliquer ce que tu proposes sur les statuts SARL. C'est bien ça?
Exactement. C'est sur une page produit, quoi. C'est sur une page, tout de suite, t'envoies ça vers statut CRL, modèle de statut de CRL, t'appelles ça comme tu veux, avec un gros bouton call to action qui emmène le client vers, nous c'est notre formulaire de création de documents, mais pour une autre société, ce serait vers un panier ou vers une page de paiement tout de suite, tu vois. Et donc vraiment optimiser ça, ce passage de ma campagne qui est bien, qui permet d'avoir des mots-clés pertinents, donc des gens qui sont vraiment intéressés par l'achat, tu peux vraiment là aller travailler tes mots-clés, travailler ton audience, quoi. C'est-à-dire que tu fais attention à pas aller chercher des gens qui vont chercher des choses trop loin, tu vois, par rapport à ce que tu recherches. Par exemple, tu as statut SRL, tu pourrais très bien dire statut SRL, je fais un mot-clé statut SRL. Pourquoi pas? Mais en fait, avec Google, tu peux avoir des requêtes larges, ils vont te dire en fait, tu vas avoir quelqu'un qui va taper comment, je sais pas, supprimer mon statut de SRL. Tu vois, et en fait ces personnes-là tu veux pas qu'elles cliquent, tu vois. Donc en fait t'as quand même tout un travail de fond à faire pour faire en sorte que tu cibles vraiment bien les personnes qui sont là pour acheter des statuts des SRL, pour créer leur SRL, pour que ta campagne soit à un certain moment rentable. qu'elle soit performante, quoi. Que t'avais pas à payer des clics pour des gens en fait qui sont pas du tout prêts à acheter ton produit. Une fois que ces gens après sont là, après tu vas pouvoir les avoir dans ton tunnel de conversion, et après à chaque étape tu peux vérifier que chaque étape est optimisée et que tu perds le moins de personnes possible à chaque étape. Une fois que tu as réussi sur ce modèle-là, sur un document, à te dire j'ai réussi à bien craquer le truc, j'ai trouvé un modèle rentable, etc. Là tu vas pouvoir commencer à industrialiser ton truc sur d'autres produits, mais comme ça t'arroses pas la planète d'un coup. Avec un truc qui est pas du tout optimisé, où à chaque étape en fait tu pourrais être bien plus optimisé. Parce que c'est ça le piège, c'est que Google en fait tu peux perdre beaucoup d'argent très vite, quoi. Et quand tu dis commencer par tester petit, c'est quoi? C'est 5 € par jour? C'est 100 €? C'est pas moyen. Enfin, si t'as levé 1 million, tu peux commencer à plus que ça. Mais l'idée, c'est de pas claquer tout de suite ton budget marketing que t'as envisagé, en fait. Tu te dis, même si tu te dis, je lève 1 million ou 2 millions et je vais avoir un budget marketing de 50 000 € par mois. Si t'as levé tes 2 millions, si tu claques 50 000 € par mois et puis que t'en perds autant, ça peut aller très vite. Ton million, tes 2 millions, tu peux les dépenser très rapidement. Donc l'idée, c'est pas tout de suite mettre ton budget maximum dessus, en fonction du budget que tu t'es mis en tête. C'est de commencer avec, quelque chose de raisonnable, quoi. Et puis par rapport à ton budget, après c'est difficile à dire, hein, voilà. Et nous c'était quelques centaines d'euros par jour. D'accord. Et puis après c'est pas, nous après on vend l'immatériel, on vend des documents juridiques immatériels, donc on n'a pas de frais de port, on n'a pas de frais de livraison, de frais de stockage. Il faut bien aussi avoir tout en tête qu'il n'y a pas que le prix de la campagne versus ton chiffre d'affaires, quoi. Derrière après tu vas avoir pour d'autres business, hein, pour d'autres business, notamment market, en e-commerce, tout ça. Tu vas avoir des frais de livraison, etc. qu'il faut prendre en compte dès le départ. Parce que sinon tu vas te croire que tu gagnes de l'argent, alors qu'en fait derrière ça te coûte encore plus, quoi. Est-ce que vous regardez le prix au clic? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous fixez une barre? On prendra pas les mots-clés qui coûtent plus d'1 € au clic ou des choses comme ça? Bien sûr. Bah, ça dépend, en fait. En fait, on va pas se fixer de limite non plus, mais on va regarder si c'est rentable, quoi. En fait, tout dépend de ton taux de transformation. C'est-à-dire que si t'as un clic à 1 € et ça te coûte 1 € le clic et que t'as 100 personnes qui cliquent et sur les 100 personnes qui cliquent, t'en as une sur deux qui transforme, et que toi tu vends un produit, je sais pas moi, à 40 €, bah c'est bon, tu vois, t'es largement rentable parce que pour 100 € dépensés, t'auras 50 personnes qui ont acheté et à 40 €, donc tu seras largement rentable. Donc tout dépend en fait de ton taux de transformation, tu vois. Par contre, si tu fais la même chose, 1 € au clic, mais que t'as que un mec qui transforme sur 1% des gens qui transforment, bah en fait tu vas dépenser 100 € et si ton panier moyen il est à 50 €, bah il t'aura gagné 50 €, donc tu auras perdu 50 en tout. Donc ça c'est spécifique à chaque business, quoi. Et à toi, ton entreprise, ton site, comment est-ce que ton site il est optimisé pour que les gens transforment. Et de passer de 1% de transformation à 2% de transformation, ça change tout, tu vois. Des toutes petites croissance ou amélioration peuvent te faire passer de 1 à 2% de transformation, et tes 1 à 2% de transformation, ça peut te permettre d'atteindre de la rentabilité. Donc voilà. Et quand on parle de e-commerce, on parle de 1%, on parle pas de 50%. C'était vraiment une image. D'accord. Et quand tu parles d'optimisation, vous testez différentes versions et vous regardez le taux de conversion que ça donne derrière, quoi. Bien sûr, ouais. Et on fait de l'A/B testing, beaucoup d'A/B testing. Moi, j'avais 2 questions là-dessus. Tu disais tout à l'heure, quand t'es sur la fiche du produit, ensuite tu vas sur le formulaire pour remplir ton document. Et le paiement arrive après, c'est ça? Est-ce que vous avez testé justement mettre le paiement avant ou le paiement après? Ça permet d'une conversion plus importante d'avoir le paiement après? Oui, parce que les gens, il faut qu'ils voient quand même leur produit, quoi. D'accord. Vu qu'on vend du matériel, c'est compliqué, quoi. Si tu mets le paiement avant, en fait, les gens, ils vont se dire, ils savent pas de quoi ils s'engagent, en fait.
Nous, on vend du matériel, on vend des documents. C'est ça comme si on avait une paire de chaussures comme ça. Et en termes de logiciel, vous utilisez quoi comme logiciel pour faire l'A/B testing, les landing pages, etc. On utilise Optimizely, je crois. Je sais plus. C'est le logiciel d'A/B testing de Google. Attends, je vérifie. Non, on utilise le logiciel d'A/B testing de Google. J'ai oublié le nom. Je suis désolé, là, j'ai plus dans la tête. D'accord. Ok. Et pour les landing pages Et pour les landing pages, on utilise Unbounce Marketing. Unbounce Marketing. Unbounce, ouais. Enfin, la partie marketing d'Unbounce. Donc c'est en fait un logiciel qui permet de faire des landing pages sans être développeur en fait. Tu prends un modèle de page, après tu peux faire des petites modifications, tu vas changer la taille d'un bouton, tu vas changer la couleur d'un bouton, tu vas changer l'emplacement du bouton sur la page, tu vas changer la phrase d'accroche, et tu peux faire plein de changements comme ça, et puis après dupliquer ta page, et ensuite envoyer depuis Google en fait. Tu vois, tu peux dire tu vas envoyer 25% du trafic sur telle page, 25 sur une autre page. Tu peux différencier ton trafic, et comme ça tu peux voir quelle est la page qui transforme le mieux. D'accord, ok. Et ça, je suppose qu'au début tu le faisais toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à le faire parce que ça t'amuse, t'aimes bien, ou vous avez quelqu'un de dédié à ça dans l'équipe? Non, il y a des gens qui peuvent faire ça, ouais. Après, moi, je bien aussi, enfin, j'aime bien regarder aussi, etc. Mais on a des personnes qui peuvent faire ça en marketing, quoi. D'accord, ok. François, on va passer à la partie de l'interview des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Le pire moment de mon parcours d'entrepreneur. Vraiment, je dirais pas que j'ai eu le pire moment, en fait, hein. C'est difficile à dire. Un pire moment, j'ai pas eu une grosse déception, dans le sens où on a eu un contrat qui aurait pas marché ou qui serait pas fait, etc. C'est plein de hauts et de bas, en fait. En fait, je trouve que c'est plutôt ça, en fait, le parcours d'entrepreneur. Enfin, en tout cas, le mien, c'est plein de petits hauts et de petits bas, ou de grands hauts et de grands bas. Mais à chaque étape de ton parcours d'entrepreneur, tu vas avoir affaire à des moments un peu compliqués, et des partenariats qui se passent pas comme prévu, des recrutements qui se passent pas comme prévu, etc. Et puis, sur le coup, tu prends l'information, tu te dis que ça va être très chiant et que ça peut mettre en péril éventuellement la suite. Et en fait, très vite, tu rebondis. En fait, tu te dis, tu trouves très rapidement la solution en fait qui va te permettre de passer outre, et puis tu passes à autre chose en fait. Je pense qu'il faut toujours regarder un peu plus vers l'avant que vers l'arrière, et donc en regardant vers l'avant, tu retrouves les ressources pour rebondir rapidement, je trouve. D'accord. À contrario, quel a été ton plus beau moment, si on a un? Mon plus beau moment, pareil, je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment de plus beau moment. Après, si, la sortie du site, quoi. La première fois que tu mets ton site en ligne, tu commences à voir qu'il y a des clients, enfin, des gens qui vont dessus, quoi. Enfin, tu vois, le premier jour, tu vois qu'il y a 30 personnes qui sont allées sur ton site. Donc, c'est rien, hein, 30 personnes. Mais bon, le premier jour, t'es bien obligé de commencer par ça, et tu dis, il y a quand même 30 personnes qui sont allées voir mon site. Donc là, ouais, je pense que la première mise en ligne du site, c'était vraiment hyper sympa. Tu passes ta journée sur Google Analytics à regarder les gens, qui sont dessus. Tu te dis, il y a 30 personnes, c'est quoi? C'est une classe de cours. J'ai rempli une classe de cours qui va sur mon site. C'est assez sympa. Après, t'as plein de bons moments quand même. Quand tu recrutes quelqu'un que t'aimes bien, tu vois que les gens performent bien. Quand là, maintenant on vend en B2B à des grands comptes. Quand t'arrives à closer un client alors que t'es en concurrence avec plein de concurrents, etc., et qu'ils te choisissent toi, c'est quand même assez gratifiant. Et puis aussi quand t'as des retours de tes clients, que ce soit les clients sur le site internet qui laissent des avis, ou les clients sur la partie grand compte te disent que t'as au quotidien au téléphone et qui te disent que c'est super, là c'est quand même hyper sympa, quoi. Excellent. François, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes? Le livre que je recommande sur entrepreneur? Oui, qui pourrait aider un entrepreneur. Ou ça pourrait être un blog ou une chaîne. Lean Startup, je pense. Faut apprendre à être lean en startup. Je pense que c'est un peu, quand je suis parlé un peu tout à l'heure d'acquisition, marketing, AdWords, etc. Faut apprendre à aller vite, tester des trucs, et puis ça marche très bien, ça marche pas, tant pis. Et donc, tu vois, quand je disais tout à l'heure sur les campagnes AdWords, tu essayes de faire des choses, tu essayes petite sur un document, tu essaies d'optimiser, etc. Et puis voilà, puis ça marche bien, tu tireras à fond derrière, et puis si ça marche pas, tu tenteras autre chose, quoi. Donc c'est pareil pour les startups, je pense qu'il faut que tu essaies d'être très lean, de tester, limite t'arrives à vendre ton produit avant de l'avoir créé, quoi. Nous, notre produit B2B marque blanche, on l'a vendu à un client avant de l'avoir créé. En fait, on l'a créé ensemble. Donc ça, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais déjà que t'as quelqu'un qui va te l'acheter une fois que tu l'auras fait, quoi. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? J'aime bien Bezos. Ça, il y en a plein, en fait, que j'aime bien. Enfin, tous les grands entrepreneurs, en fait, la Silicon Valley, je trouve qu'ils sont tous un peu inspirants, quoi, à leur manière. Elon Musk, parce qu'il est un peu fou, il a la folie des grandeurs, et je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir un peu la folie des grandeurs. Google, les fondateurs de Google, parce que je trouve qu'ils ont fait une entreprise qui est incroyable, qui est aujourd'hui indispensable. Quand tu vois que des boîtes comme nous, toutes petites, on dépense des dizaines de milliers d'euros
par mois sur ces plateformes, alors qu'on est, tu vois, une start-up d'une vingtaine de collaborateurs. Je trouve ça fou d'avoir réussi à créer une boîte aussi indispensable, en fait. Amazon, pareil, parce qu'ils changent tout dans la distribution, dans la grande distribution, dans le e-commerce. Tous les distributeurs en France, dans le retail, ils sont tous en train de s'adapter par rapport à cette boîte, quoi, qui a complètement tout basculé, tout rebattu les cartes. Et donc tout le monde essaie de se positionner par rapport à cette boîte. Ceux qui font du physique essaient de voir comment est-ce qu'ils pourraient faire du online. Et je trouve que ça a pas mal en 10 ans, ça, ou 15 ans, ça a complètement rebattu les cartes. Facebook aussi, Zuckerberg, il a créé un produit incroyable. Voilà, il y en a pas mal. Ok. Ton outil en ligne préféré? Mon outil en ligne préféré. J'aime bien Google Analytics. J'aime bien Google Analytics parce que ça permet tu vas voir un peu tous les jours, même plusieurs fois par jour, où t'en es, ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est assez sympa. J'aime bien Salesforce aussi. C'est un peu compliqué à prendre en main, mais maintenant, je trouve ça assez sympa. Tu vois aussi tout ton pipe de commercial, qu'avance. Donc, voilà. D'accord. C'est vraiment des outils sur lesquels je vais au quotidien. Ok. Slack. Voilà. Slack? Ouais, Slack, on est aussi tout le temps pour communiquer dans l'équipe, tout ça, c'est cool. D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Il y a plein de conseils à donner, mais faut se lancer, quoi. Voilà. Faut se lancer, il faut pas attendre que les planètes s'alignent. Elles s'aligneront forcément, je pense, jamais. Faut se lancer, et puis en fait, se lancer, c'est pas si compliqué que ça, parce que au final, moi, comment j'ai vécu, c'est que, en fait, les étapes les portes s'ouvrent, les barrières tombent les unes après les autres. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, tiens, je vais créer une boîte, après, t'es avec ton copain, avec ton pote, après, tu fais ton BP, ou tu fais ton truc, ton produit, ta maquette. Donc ça se fait facilement. Puis après, tu vas avoir un freelance, ou une première agence de design, tout ça, ou un designer. Et en fait, tu vas te faire un devis. Toi, t'as pensé ton produit, puis tu vas te dire, tiens, ça coûterait combien de faire ce site, quoi, ou de faire ces pages, puis tu vas te dire, bon, ça coûte tant, tu fais un devis, puis après, en fait, tu le signes, quoi, et puis tu payes le mec, puis tu fais le truc. En fait, ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. En fait, petit à petit, en fait, tu franchis les étapes, et tu t'engages petit à petit dans ta boîte. Voilà. En fait, créer une boîte, c'est pas que se dire, du jour au lendemain, tiens, j'arrête tout, puis je fais ça, quoi. Tu peux aussi te lancer et faire tomber les barrières franchir les étapes les unes après les autres, et t'engager au fur et à mesure dans ta boîte, sans forcément te lever un matin en disant j'abandonne tout, je crée ma boîte, quoi. Ouais. Et puis je sais pas ce que je vais créer, mais je vais créer ma boîte. Donc voilà, faut se lancer, y aller, faire tomber les barrières les unes après les autres, franchir les étapes, et puis à un moment donné t'es engagé à 100%. Voilà. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service? Dans le recrutement, l'investissement de ressources humaines, quoi. D'accord. Ça, c'est le directeur technique, c'est nos collaborateurs, c'est eux qui sont Après, ça vient du fait que on a eu soit du financement, soit on a réussi à vendre nos produits à des clients qui ont eu de l'argent pour recruter, tu vois. Mais c'est ça le mieux, quoi. Ok. François, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Où est-ce qu'ils peuvent me suivre? Sur la page Facebook de Eric, ou sur la page Twitter, sur la page LinkedIn, ou sur Instagram. Voilà. Moi, à titre personnel, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, à part sur Facebook, mais je ne mets pas grand-chose dessus, donc ils ne pourront pas me suivre personnellement. Mais ils pourront suivre la boîte. Merci François, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci encore à François pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant envou.co/8. Le chiffre 8. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Enfin, vous pouvez écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Rien à dire de plus.